Ok, Oui, ok, parfait. ça a l'air de marcher alors. Voilà, est-ce que vous voyez tous le diaporama? Oui. Ok, super. Oui. Voilà. Alors, n'hésitez pas à poser des questions en cours de route. Et puis, de toute façon, on laissera à la fin un moment pour les questions-réponses. Et si par contre, peut-être que je ne verrai pas votre main levée dans le chat, mais peut-être que Juan Carlos garde un œil quand je parle et on fera l'inverse quand toi, tu prends la parole. Comme ça, on est sûr de louper aucune question. Alors, je vais d'abord vous présenter le programme du webinaire, voir un petit peu quels sont les sujets qu'on va aborder. Alors, on aura un premier point sur la composition de la facture d'énergie. Peut-être un petit rappel pour certains, mais voir un petit peu de quoi se composent nos factures. Pourquoi est-ce qu'on assiste à une augmentation aussi forte du prix du gaz? Quelle influence le prix du gaz aura sur en fait, le prix de l'électricité? Ce que ça va représenter concrètement sur nos factures? Et puis, on a identifié des pistes d'action qu'on va vous présenter pour voilà, quand les gens viennent vous voir et demandent ce qu'ils peuvent faire par rapport à cette hausse de prix. On a envisagé quelques pistes de solutions. Et puis, on a un dernier point qui est le point plaidoyer. Et là, c'est un petit peu les idées qu'on porte et qu'on défend. Et c'est Juan Carlos qui vous présentera cette partie-là plus en détail et plus globalement. Voilà. Donc, on commence avec la composition de la facture. Donc, ici, vous avez un graphique qui représente la composition d'une facture de gaz et on voit qu'il y a différentes composantes dans cette facture. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que l'énergie pure, ici pour le gaz, représente seulement 67% de la facture. Et donc, c'est cette partie-là qui va être sujette à l'impact des prix. Donc, quand on parle de la hausse des prix de l'énergie, c'est bien cette partie-là qui va être impactée, 67%, et pas le reste. Donc, 67% pour le gaz et 45% pour l'électricité. Donc, c'est un petit peu moins. Le reste de la facture, c'est la TVA, comme vous le savez. Il y a les frais de réseau, donc ça comprend les frais de Sibelga, donc pour la location du compteur, les frais de distribution, mais aussi les frais de transport. Donc ici, Sibelga, c'est spécifique à Bruxelles. En Wallonie, c'est Orez, mais je suppose que dans les ratios, ça doit être plus ou moins la même chose. Et puis après, on a les taxes qui sont imposées par les autorités, notamment la participation au tarif social, la cotisation pour les certificats verts et d'autres choses qui sont imposées par les autorités. Mais donc, il faut bien garder à l'esprit que ce qui va augmenter, c'est vraiment la partie de l'énergie. Oh, ça ne marche plus. Alors, donc ici, on va en venir au deuxième point, et ce sont les causes de l'augmentation du prix du gaz. Donc, tout d'abord, il faut savoir que l'augmentation du prix du gaz, il est à l'échelle internationale. Donc, c'est en priorité sur les marchés internationaux que ça se passe, et puis c'est répercuté chez nous. Donc, ça a vraiment une dimension beaucoup plus large qu'en Belgique. On a identifié donc 4 causes principales de l'augmentation du prix du gaz, et je vais vous les détailler l'une après l'autre. Donc d'abord, il y a la reprise économique post-Covid. Donc ici, comme vous le savez, avec la pandémie, il y a eu un gros ralentissement économique dans plein de secteurs et on savait qu'il y allait avoir une reprise, mais on ne savait pas quelle serait l'ampleur et surtout quelle serait la date d'échéance. Et donc, en fait, ça s'est produit plus vite que prévu, plus fort que prévu. Et l'offre n'a pas pu suivre la demande en gaz, ce qui a fait grimper très fort les prix dans un premier temps. Ça, c'est une grosse partie de la cause du prix du gaz. Ensuite, il y a aussi l'approvisionnement stratégique des pays asiatiques. Donc là, c'était plutôt le fait que les pays asiatiques attendaient un hiver très rude et qu'ils ont été prévoyants. Ils ont commandé du gaz à l'avance et ils sont passés un petit peu avant les pays européens. Donc là, maintenant, on est en plein hiver, mais c'était en tout cas une des raisons pour laquelle ça a augmenté le prix du gaz. Et alors, il y a les enjeux géopolitiques. Donc là, je ne sais pas si vous avez entendu parler de cet exemple dans l'actualité du gazoduc Nord Stream qui reliait
l'Allemagne à la Russie et qui transportait du gaz. Donc, par exemple, il faut savoir que 40% du gaz européen vient de la Russie. Et donc, on voit que, en fait, j'ai mélangé un peu, j'ai donné l'exemple avant l'explication, mais donc, si vous voulez, 40% du gaz de l'Europe vient de la Russie. Et donc, ça met la Russie dans une position vraiment dominante par rapport aux pays européens qui sont en demande de gaz. Et un exemple type, c'est justement le gazoduc, donc qui relie l'Allemagne à la Russie. L'Allemagne a bloqué ce projet pour des raisons techniques et juridiques. Et suite à cette annonce, on a vu que les prix ont augmenté très fort. Et donc, on voit qu'il y a sans doute des raisons économiques à cette montée des prix, mais on voit que c'est un moyen pour la Russie de faire pression. Parce que là, elle a dû postposer son engagement et ses investissements, et ça ne lui a pas plu. Et donc, elle a fait monter les prix très fort suite à cette annonce de l'Allemagne qui reportait son engagement. Et alors, on a l'augmentation du prix des droits d'émission du CO. Et là, en fait, c'est une cause qui a un peu moins d'impact sur le prix du gaz, mais il faut savoir que dans le secteur industriel principalement, il y a des normes européennes qui essayent de réduire l'émission du CO2. Donc, pardon, qu'est-ce que je fais? Oui, qui essayent de réduire les émissions du CO2. Ça s'inscrit donc dans la lutte contre le réchauffement climatique. Et donc, émettre du CO2 coûte très cher. Et forcément, ça a un impact sur le prix de la tonne du CO. Et on voit que en 2020, la tonne de CO2 était plus ou moins à 20 €. Et cette année, là, on va arriver tout doucement à 100. Donc ça, forcément, ça impacte également un peu le prix du gaz sur nos factures. Mais en moindre mesure par rapport aux 3 causes précédentes que je vous ai expliquées. Jusqu'ici, ça va? J'essaie de faire... Ah, voilà. Voilà, donc ça, c'était pour le prix du gaz. Et maintenant, je vais vous expliquer comment le prix du gaz, en fait, a une influence sur le prix de l'électricité et ce qui fait finalement globalement monter notre facture de gaz et d'électricité. Et pour ça, en fait, il va falloir comprendre le modèle de fixation des prix de l'Union européenne. Alors, il y a 2 caractéristiques de l'électricité que je vais vous présenter avant de vous expliquer vraiment le graphique. C'est que l'électricité, elle est très difficile à stocker et en plus, elle est produite par de multiples sources. Donc ça, c'est vraiment des particularités de l'électricité. Donc sur ce petit schéma, on voit ici, par exemple, les éoliennes, donc les productions d'énergie renouvelable, les barrages hydrauliques, les éoliennes, les panneaux solaires. Mais l'électricité est également produite par les centrales nucléaires, par des centrales thermiques au gaz. Et donc, il y a vraiment beaucoup de sources de production d'électricité. Ça, c'est pour donner une idée un petit peu de comment justement est répartie cette production d'électricité en Belgique. On voit que majoritairement, c'est le nucléaire, puis vient le gaz, et puis les énergies renouvelables. C'est un graphique qui va être amené à changer parce que, comme vous l'avez entendu, il y a beaucoup de débats qui se font sur la sortie du nucléaire et le remplacement par certaines autres énergies. Donc, d'ici 2030, on peut imaginer que ce graphique va changer, mais pour l'instant, on en est là. Alors, donc ici, je vais vous expliquer comment la demande fluctuante influence le prix de l'électricité. Donc, juste pour une petite précision, c'est que ce graphique, c'est un graphique français. Donc, il y a des sources de production qui n'existent plus en Belgique, comme par exemple le charbon. Ça ne se retrouve plus en Belgique. Et donc, via ce schéma, vous allez voir le coût de production à travers chaque source. Donc, en fait, le coût marginal, c'est le coût généré par la production d'une unité en plus, produite en plus. Donc, on va voir ici que les énergies renouvelables, elles demandent un investissement très important à la base, par exemple construire un barrage, une éolienne. Mais une fois que c'est construit, produire une unité en plus ne va pas coûter grand-chose, puisque par exemple le vent, l'eau, ça n'a pas vraiment un coût. Il n'y a pas de combustible, on va dire.
Et puis après, on voit que ça augmente. Et par exemple, les centrales thermiques au gaz, elles ont un coût de production beaucoup plus élevé. Donc, par exemple, l'investissement de base est sans doute moins important. Il suffit de construire une centrale thermique au gaz et c'est peut-être moins d'investissement que des éoliennes ou un barrage. Mais le coût de production d'une unité en plus va être beaucoup plus élevé parce que là, on a besoin d'un combustible, le gaz, qui est très cher pour l'instant. Alors, ce qui se passe, c'est que dans le modèle européen, on va faire d'abord appel aux sources pour combler la demande qui sont le moins chères. Donc, quand il y a une demande, on va d'abord passer par les énergies renouvelables. Et puis, plus la demande augmente, et plus on va faire entrer sur le marché, le marché de production des sources que vous voyez ici en fonction de leur coût. Et en fait, le modèle de fixation des prix de l'Union européenne veut que ça soit la dernière source de production d'énergie qui rentre en action, qui fixe le prix de toute l'énergie. Donc ici, quand la demande est très élevée et que les énergies renouvelables ne suffisent pas à combler toute la demande, on va faire appel à d'autres sources plus chères et celles qui vont déterminer le prix de toute l'énergie globale. Donc vous voyez ici que par exemple, ceux qui ont investi dans l'énergie renouvelable vont faire des profits très très importants puisque l'énergie sera vendue au coût ici qui est plus élevé. Donc en fait, c'est un système qui marche relativement bien quand il n'y a pas de déséquilibre entre l'offre et la demande, puisqu'on fait d'abord appel aux sources d'énergie qui coûtent moins cher, et parce qu'en plus, ça encourage l'investissement dans les énergies renouvelables. Mais quand on se retrouve face à une crise comme maintenant, on voit que l'offre et la demande sont très déséquilibrées et qu'on doit souvent faire appel aux sources les plus chères, et donc ça fixe un prix très élevé, quoi. Est-ce que ça vous paraît clair? Je suppose que oui, si je n'entends pas de questions. Alors, ben là, je vais passer la parole. Allô? Oui? On peut poser la question, mais je laisse Oui, le bien deuxième. sûr, bien sûr. Je voudrais juste, donc par rapport à l'explication, le graphique qu'on vient de passer. Oui. Donc, Attendez, voilà. Donc ici, vous avez expliqué le coût marginal, le coût généré par la consommation d'une unité supplémentaire. Si oui, j'ai le bien coût de production d'une unité. Oui, quand on va produire une unité en plus. OK. Et au fait, ce que moi je voudrais savoir par rapport à ce graphique-là et par rapport à la problématique de la problématique générale de l'envolée des prix. En fait, quel est le lien? Ben, Voilà. voilà, en fait, oui. En tant que travailleur social, qu'est-ce qu'on peut garder? Voilà, qu'est-ce qu'on peut retenir par rapport à ça? Alors, je comprends bien votre question. Donc, ici, c'est vraiment une présentation plus globale pour vous dire pourquoi les prix augmentent. Et pour l'instant, là, ce que je vous explique, c'est très global, hein. Donc, c'est vraiment pour vous montrer d'où vient en fait cette augmentation des prix, pour comprendre d'où elle vient. Et en fait, ce graphique, c'était pour expliquer qu'en fait, l'augmentation du prix du gaz a également un impact sur le prix de l'électricité. Donc, c'est pour ça qu'on vous présente ça. Et parce qu'on entend beaucoup parler, le gaz augmente, mais en fait, c'est la facture en totalité qui va augmenter parce que justement, via ce modèle, on voit que l'électricité est impactée aussi. Mais pour l'instant, on en est toujours aux causes de l'augmentation du prix du gaz et de l'électricité. Et puis après, on va vous expliquer plus concrètement ce que ça représente. Ici, c'est vraiment pour un peu montrer les causes de cette augmentation, quoi. Ok, ça va. Bah, du coup, je te passe la parole, Juan Carlos. Oui, merci Marie. Donc, ici, normalement, comme on l'a dit, normalement, dans ces webinaires avec Inforia Select, c'était comme ça les éditions précédentes. Et c'est Nicolas Ponson d'Inforia Select qui vous présente normalement ces slides. Mais il n'est pas là, donc je vais reprendre la main. Mais les slides sont à lui et je vais essayer de... je vais sûrement pas l'expliquer avec autant de clarté que lui, mais au moins, je vais essayer. Donc, ici, on a juste quelques slides pour vous montrer l'impact concret sur les factures des ménages pour le gaz et l'électricité.
Ici, on voit déjà l'évolution du gaz depuis 2007, les moments de la libéralisation du marché en Belgique. Donc, alors, pour voir un peu les tendances historiques. Et on voit qu'au moment de la libéralisation, donc les gaz étaient, ou les kilowattheures de gaz étaient près de 3 euros, ou 3 centimes d'euros, pardon. Et donc, en décembre, on était presque à plus de 7. Je vous dirai juste après à combien on est maintenant. Mais si c'est juste pour voir donc, la tendance historique, depuis qu'on a libéralisé, les gaz a monté un peu, a descendu, a monté plus un peu, puis a descendu beaucoup jusqu'à 2020. Et là, juste après, avec la reprise économique, les facteurs que Marie évoquait, les gaz s'est à nouveau envolé et vous voyez vraiment l'augmentation en 2021. Donc, un peu pour qu'on puisse voir l'évolution. Si on passe au slide suivant, Marie. Oui. Oui, c'est ça. Donc, ici, on voit vraiment en 2020, 2021, en fait, l'évolution du prix. Donc, sur un an, on voit qu'ici, les gaz a vraiment triplé. Donc, on a commencé l'année. Ici, en fait, il faut dire pour ces graphiques, on prend toujours les prix du contrat NJ ici variable, qui est le contrat qui existe toujours depuis la libéralisation. Donc, on peut l'utiliser pour voir un peu les tendances. Et c'est un contrat dont les prix est indexé tous les 3 mois. Donc, c'est pour ça qu'on voit 3 mois, puis augmentation 3 mois, etc. Et ici, on n'a pas pu référer le graphique parce que c'était dans les slides, mais je viens de vérifier. En fait, je fais le calcul 2 fois au cas où je m'aurais trompé. Mais en fait, on est déjà à presque 12. Donc, vous voyez ici, pour décembre, c'était 9. Et maintenant, pour janvier, février, mars, les prix est déjà à 12. Donc, dans un an, donc, si on prend comme référence décembre 2020 ou janvier 2021, si vous voulez, les prix a presque quadruplé ou quintuplé, 4-5 fois plus cher. Pour l'électricité, on va voir, c'est un peu similaire avec quelques petites différences. Donc, aussi, ici, on voit depuis la libéralisation en 2007, le prix a plutôt resté stable jusqu'à 2016. Puis, il en a fait un peu de zigzag. Il monte, il descend. Et on voit aussi une grosse descente pour 2020, une grosse augmentation depuis 2020 aussi, vraiment en flèche. Donc, vous pouvez voir que ici, un peu un commentaire plus général, depuis la libéralisation, on nous a promis que le prix allait descendre, tant pour les gaz comme pour les LEC, mais on voit que ce n'est pas tout à fait le cas. Surtout pour l'électricité, le prix a été vraiment instable dans les dernières années, même si la libéralisation promettait en fait une amélioration, en tout cas au niveau de prix. Et si on passe au slide suivant, on va voir aussi pour 2021, pour l'électricité. Donc, on voit ici que l'impact est un peu plus mitigé que pour les gaz. Ce n'est pas si étonnant, mais quand même, il y a une augmentation claire. Donc, au début de l'année 2021, on était à 8-9. Et la fin de l'année, on était déjà presque 18. Et je fais mes calculs. Et aujourd'hui, en janvier en tout cas, on est à 25. Donc, vous voyez aussi, dans un an, ici, plus ou moins, les prix de l'élec augmenté de 3 fois. Donc, le prix a triplé. Donc, tout ça pour vous montrer l'impact réel sur les factures. Et comme on voit, on peut voir d'abord qu'il y a eu une descente avant 2021, mais qu'après, pendant 2021, on n'a pas seulement récupéré les niveaux de 2019, mais on a encore beaucoup augmenté. Et ça se voit clairement sur les factures de ménage. Oui. Et ici, on a juste un récapitulatif de l'augmentation des prix aussi. On a pris les derniers chiffres, surtout de la CREC, qui est le régulateur fédéral au niveau du gaz et de l'électricité. Et donc, la CREC, sur base des prix de novembre, donc encore un peu avant les dernières montées de prix, déterminait déjà que la facture annuelle moyenne d'électricité avoisinait le 1 300 €.
Et pour les gaz, c'est presque 3 000 euros. Si vous pensez à un ménage moyen, surtout le type de ménage que vous accompagnez, vous pouvez déjà voir l'impact clair par rapport aux autres années et les impacts vraiment sur les budgets des ménages et la capacité pour vivre et pour pouvoir vraiment payer le prix pour se chauffer, pour allumer ses chambres, etc. Et sur base de prix de décembre, concrètement, dont à chaque fois c'est un mois après qu'on reçoit les prix, donc ça a été annoncé en janvier, il y a quelques jours, il y a une augmentation par rapport à l'année passée de 200 euros sur la facture annuelle d'électricité et de presque 1 200 euros sur la facture de gaz. Donc, si on compare avec l'année passée, on va payer, si on additionne les deux, presque 1 500 euros de plus. Et tout ça parce que les prix ont augmenté. En janvier 2022, on voit aussi que les prix augmentent, je viens de le dire. Et donc, on saura toujours en février quel a été l'impact pour janvier. Et la Banque mondiale et un peu les estimations des experts au niveau international estiment que vraiment les prix vont rester très élevés au moins d'ici mars, voire d'ici l'été, et que peut-être après, il y aura une petite descente, ou en tout cas, ils descendront un peu, mais ils vont rester dans un niveau assez élevé pendant quelques années, visiblement. Donc, et peut-être ils redescendront au niveau un peu qu'on avait avant, dans 2-3 ans. Mais ça, c'est un peu les dernières prévisions, mais encore à voir. Comme on l'a dit, c'est très volatile, très un peu spéculatif parfois. Donc, il faudra bien voir quel est l'impact final. Je ne sais pas s'il y en a quelque chose dans le chat. Oui, il y a une question qui dit « Bonjour, pourquoi faites-vous une estimation sur un an? On ne sait pas comment vont évoluer les prix. » Oui, ici, c'est juste pour vous montrer la tendance de l'année passée, mais certainement, on ne sait pas comment ça va se passer en 2022. Comme je l'ai dit, normalement, les prévisions sont encore des hausses jusqu'à mars, après une certaine stabilisation, mais encore avec des prix élevés. Peut-être après l'été, une petite descente, mais encore des prix élevés pendant 2-3 ans. Je ne sais pas si ça répond à votre question. Mais sinon, Marie, je pense que je te repasse la main. Oui, apparemment, ça répond à la question. À toi, Marie. Voilà, je ne trouvais plus mon micro. Voilà, donc moi, je vais vous présenter la partie, alors, qu'est-ce qu'on peut faire face à cette hausse des prix quand les personnes arrivent avec une facture très élevée ou qu'elles ont peur de la recevoir. Donc, voilà, on a identifié des pistes d'action que je vais vous présenter l'une après l'autre. Donc, d'abord, on a la vérification de l'accès au tarif social. On va vérifier le type de contrat et son échéance et dans quel cas il est intéressant du coup de changer de fournisseur ou de contrat. Ensuite, on peut vérifier les acomptes et cinquièmement, solliciter le statut de client protégé en cas d'impayé. Alors ça, je vais vous expliquer plus en détail, mais c'est une mesure sociale qui est spécifique à Bruxelles. Je pense qu'en Wallonie, il y a aussi un statut de client protégé, mais je ne sais pas si ça fonctionne de la même façon. Mais bon, on y reviendra à ce moment-là. Et ensuite, il y a toute une série de mesures qui sont sur la table. Et ça, c'est Juan Carlos qui vous les présentera. Voilà, donc la première, c'est le tarif social. Donc, comme vous le savez, il existe un tarif préférentiel pour le gaz et l'électricité et il correspond à un tarif qui est le plus bas du marché. Donc, il est à 2 ou 3 fois moins cher en décembre que les tarifs qui sont sur le marché actuellement. Et ce tarif social, il est le même chez tous les fournisseurs. Donc, une fois que vous pouvez en bénéficier, ça ne sert à rien de comparer les offres de prix chez les fournisseurs parce que de toute façon, c'est la même chose chez l'un ou chez l'autre. Il est plafonné, donc en fait, il suit la courbe des prix sur le marché, mais avec un plafond. Et on voit avec les chiffres que s'il n'était pas plafonné, il aurait augmenté
de 33% pour l'électricité, alors qu'ici, il n'a augmenté que de 8%. Et pour le gaz, il aurait augmenté de presque 200%, or il n'a augmenté que de 11%. C'est ça, hein, si je ne me trompe pas. Donc, le tarif social, en fait, certaines catégories de personnes y ont droit, notamment les personnes qui sont aux revenus d'intégration sociale, les personnes qui vivent dans les logements sociaux avec un système de chauffage collectif. Et là, en général, il est appliqué automatiquement sur les factures. Il y a aussi toutes les personnes qui reçoivent des allocations du SPF économie pour un handicap, je pense. Mais ça, si vous souhaitez voir les catégories plus en détail, elles sont sur notre site ou sur le site du SPF. Et en fait, il se trouve qu'en fait, l'application de ce tarif social, elle est normalement automatique parce qu'il y a un traitement de base entre une base de données, le fournisseur et le SPF, où les données sont transmises et le fournisseur va appliquer automatiquement le tarif social si la personne rentre dans une des catégories que j'ai citées. Le problème, c'est que parfois, ça ne marche pas aussi bien qu'on voudrait. Et donc, il y a un problème dans la communication des données et le tarif social n'est pas appliqué alors que la personne y aurait droit. Donc, comme on a vu que c'était 2 à 3 fois moins cher que le tarif du marché, c'est quand même vraiment très, très, très intéressant si on y a droit de le demander et de bien vérifier que si on y a accès, de le demander, quoi. Donc, pour vérifier, en fait, par exemple, un cas spécifique où on pourrait ne pas avoir l'application du tarif social alors qu'on y a droit, c'est par exemple si la personne qui ouvre le droit, par exemple, au revenu d'intégration, n'est pas celle qui a son nom sur la facture du ménage. Alors, le fournisseur ne va pas recevoir les données via la banque de données. Et là, ce qu'il faut faire, alors, c'est prendre contact avec l'institution qui ouvre le droit, donc par exemple le CPS pour le revenu d'intégration, et le CPS va faire une attestation qu'elle va envoyer au fournisseur et le fournisseur va appliquer le tarif social. Et alors, il faut savoir qu'en général, c'est rétroactif. Les fournisseurs vont jusqu'à 2 ans en arrière pour l'application du tarif social. Donc, ça vaut vraiment la peine, si la personne se rend compte qu'elle y avait droit, de le demander par après, quoi. Alors, suite au Covid et justement à cette hausse des prix, il y a une mesure temporaire qui a élargi le tarif social à toute personne bénéficiant du statut BIM jusqu'au 30 mars. Donc, normalement, une partie des personnes qui ont le statut BIM n'y auraient probablement pas droit au tarif social. Et là, on a une mesure qui élargit ce tarif social et ça fait que le nombre de bénéficiaires a presque doublé suite à l'élargissement du tarif social. Donc, le tarif social étant une protection vraiment intéressante, c'est une mesure qu'on soutient. Mais ça, Juan Carlos vous en parlera un peu plus en détail tout à l'heure. Mais ça fait partie vraiment des choses qu'on défend, quoi. Et alors… Juste une question. Oui. Donc, en fait, je voudrais juste apporter une petite contribution par rapport à certaines catégories de personnes qui ont, comme tu l'as bien expliqué tantôt, suite à la crise sanitaire, on a élargi le champ d'application pour les personnes qui ouvrent le droit aux bénéficiaires, les bénéficiaires d'intervention majorée. Mais il se fait que, en temps, ces personnes avaient un contrat chez un fournisseur classique, donc ils avaient leur contrat. Donc, et le prix du kilowattheure était très important et était très intéressant au début. Donc, moi, j'en ai reçu quelques-uns. Et maintenant, Electrabel leur dit, voilà, nous avons reçu cette bande de données-là et le gouvernement nous a demandé de vous protéger, de vous attribuer le tarif social et que la mesure est valable jusqu'au 30 mars 2022. Et ces personnes sont en train de poser la question à leurs fournisseurs pour dire, après le 30 mars 2022, est-ce que notre contrat que nous avons souscrit avant le début de la crise, est-ce que nous allons continuer avec ce contrat parce que le prix au kilowattheure était très intéressant par rapport à ce contrat. Mais les travailleurs disent non, 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 non. Donc voilà, on laisse tomber ce contrat et on va vous proposer un autre contrat. Oh, le prix au kilowattheure maintenant, c'est envolé. Donc, c'est une forme d'arnaque. Donc, moi, j'en ai reçu déjà quelques-uns. Je les ai même orientés vers Nicolas Poncet.
Donc, comme il y a un service juridique là, donc, je les ai demandé de contacter Nicolas pour voir un peu comment il peut les aider. Donc, il faut faire aussi un peu attention par rapport à ça, parce que certains fournisseurs sont en train de profiter un peu de cette mesure, mais voilà. Oui, tout à fait. Mais ça, c'est une très bonne intervention et c'est vrai que c'est quelque chose auquel il faut rester très attentif. C'est que, comme on va le voir après, je vais l'expliquer, mais il y a des contrats fixes qui ont été souscrits dans des périodes où les tarifs étaient vraiment intéressants et où les tarifs fixes sont presque équivalents au tarif social de maintenant. Et c'est vrai que si le contrat était conclu pour une durée, par exemple, de 3 ans, mais De ça, je 3 vais ans, vous ouais. expliquer après, voilà, c'est Mhm. très intéressant, c'est un tarif très intéressant et que effectivement à partir du 30 mars, quand les personnes vont perdre le tarif social, il faudrait être très attentif sur quel contrat ils vont retomber, quoi. Parce que c'est vrai que... Mais il y a des démarches qui ont été entreprises, je pense. Peut-être que là, Juan Carlos, tu as plus d'infos que moi, mais par rapport au fait que justement, le fournisseur ne pourra pas proposer n'importe quoi à la sortie du tarif social. Il devra proposer quelque chose, du moins en termes d'équivalence, qui est cohérent, je pense. Mais là, on est encore... ouais. En tout cas, c'est un point d'attention très important, effectivement. Oui, je vois aussi que Valérie a levé sa main, donc on lui laisse parler peut-être. Oui, moi, je me posais la question de savoir si effectivement, en continuant avec ce qu'a dit juste avant, le contrat, si par rapport à la durée du contrat qui a été établi avant l'application du tarif social, s'il est clôturé ou pas, enfin, s'il se termine, si c'est un contrat de 1 an, ben là, on est parti, c'est fini. Donc, quel est le contrat effectivement qui va être appliqué par la suite? Mais si c'est un contrat de 3 ans, par exemple, et qu'on est encore dans la période des 3 ans du contrat fixé au départ, est-ce que là, ça va continuer ou non? Oui, c'est toute la question de savoir si en fait l'application du tarif social clôture le contrat de base ou pas. A priori, je pense que ce n'est pas le cas parce que c'est juste l'application d'un tarif préférentiel et on ne change pas de contrat techniquement. Donc, si le contrat n'est pas clôturé, ben, le fournisseur n'est pas censé changer les éléments essentiels du contrat comme ça de façon unilatérale. Donc, Exactement. voilà. Mais c'est vrai que c'est encore des points qui sont un petit peu flous pour l'instant. En tout cas, oui, il faut savoir. C'est pas remis dans la loi, enfin, dans la loi qui a justement permis de bénéficier du tarif social, comme quand on reprenait le contrat sur lequel on était avant. J'ai ça en tête, moi, donc je ne sais pas. Oui, pas encore, pas encore. Donc, en fait, oui, merci pour ces cas. Et vous deux, vous faites un point très, très important. On a des cas comme ça aussi dans la permanence. Et en fait, c'est l'un des points de nos plaidoyers. C'est juste, cette loi est en train d'être rédigée encore. Et on veut bien qu'il soit inséré dans la loi qu'en fait, notre analyse est vraiment que le tarif social est un prix maximal qui est appliqué à un contrat qui est déjà en cours. Et donc, si le prix du contrat est plus élevé que le tarif social plafond ces prix. Mais si le prix du contrat est moins élevé, c'est le prix contractuel qui devrait toujours s'appliquer. Ça, c'est notre analyse. C'est vrai que ce n'est pas reconnu comme ça à l'heure actuelle. En tout cas, on vous encourage aussi, si vous avez des cas concrets où vous pensez que ça peut être intéressant d'introduire une plainte, on est prêt à vous soutenir. Vous pouvez nous contacter aussi, on a une permanence, tant par téléphone que par mail. Et c'est vraiment notre analyse est celui-là. Donc, c'est juste un prix, c'est juste un plafond qui s'applique dans les cas où les tarifs de contrat seraient plus élevés, mais si ce n'est pas le cas, c'est le tarif précédent, donc contractuel, qui devrait toujours être d'application. Mais ce n'est pas encore reconnu comme ça dans toutes les instances. Et bien sûr, les fournisseurs essayent, comme vous le disiez, d'imposer maintenant les prix plus élevés, tout en sachant, comme RDC aussi, qu'en avril, beaucoup de gens vont sortir du tarif social s'il n'y a pas un élargissement, et je parlerai aussi là-dessus après. Et là, vraiment, on s'attend à des augmentations énormes, vraiment. Donc, faut être attentif et vraiment, n'hésitez pas, on peut vous soutenir au niveau du raisonnement juridique. On a des juristes et on est là-dessus. Oups. Voilà. Ben, en tout cas, merci pour ces interventions parce que c'est vrai que c'est vraiment des points d'attention.
Juste encore une petite précision par rapport au statut BIM, c'est que le statut BIM comprend le BIM statut et le BIM revenu. Donc, le BIM statut est accordé, le statut BIM est accordé selon certaines catégories de personnes, comme je l'ai dit pour le tarif social. Et en fait, du coup, si on s'arrête juste au BIM statut, c'est plus ou moins les mêmes catégories que celles qui sont pour le tarif social. Donc, ça ne change pas grand-chose. Mais le statut BIM englobe aussi les BIM revenus. Et là, ça veut dire que si on ne dépasse pas un certain seuil de revenus, on peut demander le statut BIM à sa mutuelle et là, on pourra avoir droit au tarif social. Et ça c'est ça qui élargit considérablement en fait, les ayants droit au tarif social. Alors, vérifier le type de contrat et son échéance. Donc, pour rappel, il y a deux types de contrats, des contrats fixes et des contrats variables. Alors, le contrat fixe, normalement, c'est que quand on conclut le contrat, on s'accorde sur un tarif qui va être fixé pour la durée du contrat. Bon, attention parce que certains fournisseurs prévoient dans leurs conditions générales qu'ils vont pouvoir revoir ce tarif au bout de 1, 2 ou 3 ans, mais il devra en informer le client. Du coup, qui peut, si ça ne lui convient pas, changer de fournisseur ou changer de contrat finalement. Donc, ce n'est pas toujours parce qu'on a un contrat fixe que le tarif reste fixe pendant 3 ans. Et alors, on a les contrats variables, et ça, c'est les contrats qui suivent vraiment l'évolution des prix sur le marché, quoi. Donc, quand le tarif fluctue, quand les prix fluctuent, le contrat suit les fluctuations du marché et ils adaptent leurs tarifs. En général, ils changent les acomptes alors tous les trimestres en fonction des prix du marché. Donc, c'est évidemment les contrats variables qui sont les plus à risque et qui risquent vraiment de subir cette hausse de prix puisqu'elles suivent vraiment les courbes du marché et comme on l'a vu, qui montent de façon exponentielle. Donc, les contrats variables sont pour l'instant très sensibles. Alors, juste une petite précision parce que justement, comme je le disais, il y a des différences entre la Wallonie et Bruxelles. Et en région bruxelloise, les fournisseurs ont l'obligation en fait de proposer des contrats qui ont une durée minimale de 3 ans. En Wallonie, je pense que ce n'est pas le cas, c'est 1 an. Donc, ici en région bruxelloise, quand vous souscrivez un contrat, c'est d'office pour 3 ans. Mais par contre, le client, lui, peut tout à fait résilier son contrat quand il le veut, quoi. Lui, il peut changer de fournisseur. Il y a un délai de préavis d'1 mois, mais il n'y a pas d'indemnité de rupture et il s'en va quand il veut, quoi. On a vu récemment dans l'actualité que les fournisseurs remettaient en question, du coup, cette façon que le client a de pouvoir changer de fournisseur quand il veut, parce qu'ils disent que pour eux, ce n'est pas très sécurisant, puisque si, par exemple, ils concluent un contrat fixe, ils doivent fixer le prix pour 3 ans, et le fait que le client puisse s'en aller à tout moment, pour eux, ce n'est pas très sécurisant. Et ils voudraient ne pas, avoir une sécurité à ce niveau-là. Et donc, ils remettent ce droit en question. Mais au niveau du droit européen, c'est un droit qui est bien acquis, que le fournisseur peut résilier son contrat à tout moment sans indemnité de rupture. Et donc, voilà, ils remettent ça en question, mais a priori, ça ne va pas changer. Alors, de nouveau, ici, c'est une partie qu'Inforgazélec présente habituellement. Donc, je vais essayer de le faire à la place de Nicolas Poncin. Mais il résumait en fait le fait de bien vérifier si son contrat d'abord est un tarif fixe ou un tarif variable, parce que certaines personnes ne le savent pas, et de vérifier également la date d'échéance. Parce que si la personne a un tarif fixe qui est en cours, probablement qu'elle a un tarif qui est intéressant puisqu'il a été conclu bien avant la hausse des prix, ou alors, comme le prix augmente tout le temps, à un tarif fixe qui est moins élevé que celui de maintenant. Et donc, en général, quand on a un contrat fixe qui est en cours, il ne faut absolument pas y toucher. Parce que du coup, le prix s'est fixé sur le moment où ils ont conclu le contrat. Par contre, comme on le disait, comme les contrats arrivent à échéance tous les 3 ans, si on tombe justement dans une fin de contrat actuellement, c'est vraiment très important de comparer les offres et surtout de suivre la situation.
parce que c'est difficile à résumer, parce qu'il n'y a pas vraiment de solution miracle. Il n'y a pas vraiment, on ne peut pas dire prenez soit variable, soit fixe, parce qu'il y a des offres chez les fournisseurs qui sont très différentes. Mais bon, en général, c'est quand même, tant que les prix montent, c'est quand même toujours plus intéressant de prendre un tarif fixe. Parce qu'on fixe le prix à un moment où le prix monte, donc tout ce qui va dépasser par après ne sera pas un impact sur le tarif fixe, tandis que le tarif variable, lui, va suivre. Mais à partir du moment où le tarif redescend, ben, le tarif fixe va être bloqué, si vous voulez, dans un tarif haut. Et donc là, c'est intéressant de reprendre un variable pour suivre la courbe de la diminution de prix, quoi. Mais donc, il faut vraiment jouer avec des comparaisons, suivre la situation d'assez près. Mais donc, actuellement, si on change quand les tarifs montent, c'est peut-être plus intéressant de prendre un tarif fixe et de repasser sur un variable quand on redescend. Mais Nicolas Ponsin explique ça d'habitude avec des exemples de contrats et c'est très parlant. Mais ils le font si vous leur demandez avec vos consommations, ils vous font une comparaison en ligne et donc vous savez si vous êtes plutôt dans un contrat qu'il faut changer ou pas. J'avais mis leurs coordonnées. Ouais. Je ne sais pas si tu voulais ajouter quelque chose sur cette partie-là, Juan Carlos. Oui, peut-être juste dire, d'abord, on voit déjà qu'il y a plusieurs fournisseurs qui offrent plus de contrats fixes. Ah oui. C'est aussi dans les médias et tout ça. Et il y a d'autres qui offrent bien des contrats fixes, mais qui le cachent. Donc, j'ai fait hier une simulation pour quelqu'un qui je connais sur le site d'Engie à Bruxelles. Et en fait, j'avais aucune possibilité de choisir un contrat fixe. Et Marie me disait, je pense que c'était toi, qu'en fait, quelqu'un avait dû demander dans le chat avec un agent pour vraiment que cette personne puisse avoir accès à un contrat fixe. Donc, Engie offre bien un contrat fixe, mais si tu vas sur les sites, tu ne vas pas le trouver. Donc, aussi, ici, parfois, il faut insister un peu. Si vous avez l'occasion de parler avec un agent via les chats, téléphone et tout ça, ça peut peut-être résoudre la donne. Et on voit aussi que donc, à Bruxelles, il n'y a plus que 2 fournisseurs vraiment. En Wallonie, on en a plus. Mais aussi en Wallonie, la plupart des fournisseurs ne vont pas offrir de contrat fixe. Donc aussi, si vous allez sur les simulateurs, vous pouvez voir contrat fixe, variable, qu'est-ce que c'est le mieux un peu, et comparer. Et comme Marie glissait, pour Bruxelles, vous pouvez toujours appeler Inforbia Select, qui a une permanence. Et pour Wallonie, il y a Énergie Info Wallonie. Et on a mis aussi ses coordonnées un peu plus loin dans le PowerPoint. Mais oui, donc les fournisseurs, bien sûr, essaient de plus offrir des contrats fixes parce que pour eux, comme Marie l'a dit, ce n'est pas trop avantageux maintenant, en sachant que les prix vont encore augmenter. Mais s'ils l'offrent encore, vous pouvez toujours, parfois, avec un peu d'insistance, y accéder. Oui, je vois qu'il y a une main levée. Oui. Allez-y. Oui, je ne sais pas si vous m'entendez, oui. Oui, un peu. Merci. Oui, j'avais une question par rapport au public auquel on a, nous, tous les jours affaire, donc avec qui on est confronté. En fait, ma question est la suivante, c'est que j'entends bien ce que vous dites par rapport au contrat fixe et au contrat variable, mais ça demanderait quand même un suivi par rapport au contrat qu'on prend maintenant avec les personnes, parce que pour moi, un contrat fixe maintenant, c'est quand même fixer déjà un prix très élevé, et donc ça voudrait dire qu'au moment où on va s'attendre, j'espère un jour, à une baisse des taux, qu'on devrait recontacter limite toutes ces personnes pour leur proposer de changer de contrat et d'aller vers un variable pour pouvoir bénéficier d'un prix plus avantageux au moment de la facture de régularisation. Mais ça demande quand même alors un travail de suivi que je ne sais pas si on est en mesure de pouvoir le faire de manière concrète sur le terrain, parce que les personnes qui viennent vers nous sont souvent déjà des personnes qui ont un peu plus difficile, on va dire, avec tout le côté administratif et le suivi de leurs factures et tout ça, et il faudrait qu'ils pensent à nous recontacter dans 6 mois ou 9 mois, un peu avant leur facture de régularisation. Mais voilà, j'ai un peu
je suis un peu dubitative quoi, par rapport à ça, au fait que les gens vont penser à ah oui, le prix baisse, est-ce que je ne dois pas retourner voir la cellule, ici moi je travaille au CPS, donc à la cellule énergie. Voilà, c'est un peu ma crainte, c'est que justement ils ne le fassent pas et qu'ils se retrouvent alors de toute façon avec une facture de régularisation qui sera fixée au prix de maintenant, qui est un prix quand même assez élevé. Oui, en fait, moi j'entends bien vos craintes et effectivement, ça c'est un problème. En fait, il y a plusieurs du coup de catégories parce que les gens que vous êtes amenés à recevoir en CPS, pas tous, mais quand même à mon avis en majorité, ont droit au tarif social. Donc ça c'est déjà une chose pour laquelle ils devront plus tracasser puisque du coup il est acquis, enfin le tarif social. Ensuite, il y a le fait que ceux qui sont à un tarif fixe et qui n'arrivent pas à échéance ne sont pas à surveiller, si on peut dire ça comme ça. Et donc, ça réduirait quand même une catégorie des personnes à surveiller, effectivement, aux personnes qui changent de contrat maintenant, parce qu'effectivement, là, c'est vraiment, oui, effectivement, comme vous dites, une fois qu'on repasse à un contrat, enfin, que les prix vont descendre, ça sera beaucoup plus intéressant de repasser à un tarif variable. Mais effectivement, ça me semble aussi irréaliste de devoir recontacter les personnes pour voir ce qu'il est possible de faire en termes de changement de contrat. Après, ça, chaque CPS a son fonctionnement un petit peu à sa façon, mais effectivement, c'est vrai que ça paraît compliqué. C'est pour ça qu'il faut bien vérifier le tarif social, bien vérifier dans la mesure du possible, quoi. Et puis les orienter vers un Gazélec, le cas échéant, quoi. Mais ce que vous pouvez faire aussi, et ça nous amène au 4e point, c'est vérifier les acomptes. Et du coup, si la personne est justement dans cette catégorie de contrat un petit peu sensible, on va dire, ce qui est parfois intéressant, et je sais que pour les publics que les CPS reçoivent, c'est difficile parce qu'ils n'ont pas beaucoup de disponibles, mais c'est d'augmenter un peu les acomptes dans le but de lisser un peu cette surconsommation qui risque d'arriver en fin d'année. C'est vrai que les gens sont parfois vraiment déjà très limites et le fait d'augmenter les acomptes peut déséquilibrer leur budget. Mais bon, c'est une solution. Ou alors, toujours d'avoir des acomptes un peu plus bas et que le CPS, en fin d'année, prenne en charge le décompte. Parce que ça, Juan Carlos en parlera un petit peu plus après, mais les fonds ont été un peu réinvestis par... Voilà, c'est une solution comme une autre. Mais je sais que ce n'est pas simple, évidemment. Et puis après, pour les contrats fixes, par contre, là, augmenter les acomptes ne justifie pas. Donc là, il faut être attentif parce qu'il y a des fournisseurs qui ont triplé, doublé les acomptes, alors que si c'était un tarif fixe, bah, ça ne se justifiait pas parce que, comme on l'a vu, bah, le prix est fixé et ne fluctue pas. Et donc, il n'y a pas de raison en fait, d'augmenter les acomptes de façon aussi excessive. Et là, le consommateur a toujours la possibilité de demander à son fournisseur pourquoi. Et il est en droit d'attendre du fournisseur une certaine transparence par rapport au calcul qu'il effectue pour fixer les acomptes. Alors, 5e, donc ça, comme je le disais, c'est une... Ah, ok, ça va. Je voulais apporter une contribution, mais tu peux continuer. Ah, ben sinon, allez-y. Au fait, donc la page antérieure, par rapport, voilà. Donc, au fait, là, je voudrais juste apporter ma contribution par rapport à l'augmentation des acomptes, parce que généralement, au CPS, nous travaillons avec un public précarisé. Donc, les gens sont, ou bien les familles, les ménages sont souvent réticents à augmenter les acomptes. Donc, ils sont du moins beaucoup plus enclins à les diminuer. Donc, ici, il faut peut-être travailler sur la sensibilisation et de leur montrer quelques astuces qu'ils peuvent mettre en place chez eux pour diminuer leur consommation d'énergie. Voilà. Sinon, parfois, ces publics n'ont pas vraiment d'emprise sur le prix, hein,
parce que les gens précarisés subissent carrément les prix. Donc, nous, les travailleurs sociaux, donc notre rôle, c'est de surtout sensibiliser, parce que aussi le rôle du CPS, ce n'est pas de leur dire, voilà, consommer, à la fin, vous venez avec la facture d'énergie, la facture annuelle, on va payer. Donc, moi, j'essaie quand même de jouer là-dessus, d'insister là-dessus, pour leur montrer quelques gestes et astuces pour le faire économiser quelques euros. Mais voilà. Donc, après, c'est vrai que, comme vous le dites, c'est vrai qu'augmenter les acomptes, en général, c'est compliqué pour les familles qui ont déjà un revenu très, très bas. Et c'est vrai que la prévention peut être une forme d'action également pour... Mais après, nous, on tenait quand même à dire que toute cette médiatisation de la hausse des prix et tout ça crée un peu un sentiment d'angoisse chez les personnes qui n'ont pas les moyens. Et il ne faudrait pas en arriver au fait que ce soit les consommateurs précaires finalement qui se privent pour ne pas avoir de trop grosses factures. Il faudrait voir des échelles un peu, enfin des solutions à échelle un peu plus large, comme par exemple l'élargissement ou la pérennisation du tarif social, ce que Juan Carlos expliquera après, des trucs, enfin des mesures un peu plus larges, un peu plus solides, on va dire, pour pallier à cette augmentation des prix, plutôt que la personne doive de nouveau se priver, elle, pour ne pas arriver à des factures extrêmement... Mais bien sûr, il y a un travail de prévention qui peut être fait, de sensibilisation, ça c'est certain, parce que plus la personne comprend sa consommation et plus elle la contrôle, voilà. si on veut. Mais il ne faut pas tomber non plus dans une privation, parce que c'est très angoissant tout ce qu'on entend, on a peur de consommer trop, et ce n'est pas non plus aux consommateurs précaires d'encore se priver pour ne pas avoir une facture trop haute, quoi. Enfin voilà, il faut être prudent aussi. Donc. Je vois que Aurélie lève la main, ou c'était la question de tout à l'heure, je ne sais pas. C'était peut-être de tout à l'heure. Oui, pardon, c'était tout à l'heure, j'ai oublié. Ah ok, il n'y a pas de problème. Alors, donc là, on en vient au statut de client protégé. Donc ça, c'est une mesure, comme je le disais, qui est spécifique à Bruxelles. Donc, ce qui se passe quand on devient client protégé, c'est que à partir du moment où on ne paye pas sa facture et qu'on a une mise en demeure, c'est un statut qui peut être demandé et qui va avoir pour effet qu'on va suspendre le contrat chez le fournisseur commercial le temps d'apurer sa dette en négociant un plan de paiement. Et pendant ce temps-là, c'est Sibelga qui va se charger de fournir la personne. Donc, pour récapituler, la personne a une mise en demeure, elle sollicite le statut de client protégé, le contrat chez son fournisseur commercial, qui est par exemple Engie, est suspendu, elle va négocier un plan de paiement avec Engie pour apurer sa dette, et tout le temps que le plan de paiement est effectif, c'est Sibelga qui fournit la personne. Et ce qui est intéressant, c'est que Sibelga fournit au tarif social. Et donc, nous, on encourage à faire basculer la personne en statut de client protégé si c'est une personne qui n'a pas droit au tarif social. Parce que c'est une façon d'élargir le tarif social d'une part. Et si la personne a droit au tarif social, c'est aussi une bonne solution parce que du coup, le fournisseur commercial est peut-être parfois plus enclin à octroyer des plans de paiement plus longs puisqu'il est sécurisé dans le fait que sa dette ne va pas augmenter puisque son contrat est suspendu. Et c'est vrai que, par exemple, les personnes qui ne sont pas dans le statut BIM, par exemple, il y a des travailleurs qui ont un salaire et qui n'ont pas droit à ce tarif social, mais qui ont quand même des difficultés de paiement. À la mise en demeure, si elles basculent sur ce statut protégé, sur ce statut de client protégé, elles vont être fournies au tarif social, alors qu'elles n'y auraient pas droit normalement. Alors, ce statut, comment est-ce qu'il peut être demandé? Il peut être demandé auprès des CPS, sur base de l'enquête sociale. Donc, il n'y a pas de critères spécifiques. Si le CPS estime que la personne a droit au statut de client protégé, elle peut faire en sorte que la personne l'obtienne. Et il ne doit pas y avoir des critères de revenus ou quoi que ce soit. Alors, Bruegel octroie le statut de client protégé, mais là, il faut, c'est sur base des revenus. Donc, il faut l'avertissement extrait de rôle, la composition de ménage et je pense une fiche des revenus, je pense.
Enfin, sur leur site, il est expliqué les documents qui sont mentionnés pour que Bruegel puisse octroyer le statut de client protégé. Et la troisième institution qui octroie ce statut, c'est Sibelga. Et là, c'est sur base du fait que la personne a déjà le tarif social, qu'elle a le statut BIM, ou alors qu'elle est engagée dans un processus de médiation de dette agréée. Alors, je sais que Bruegel, quand ils sont là, encourage vivement à passer par eux pour faire la demande de statut. C'est assez rapide. En général, ils disent que c'est quelques jours ouvrables, pas plus. Et c'est quand même relativement efficace. Voilà, je ne sais pas si vous avez des questions par rapport au statut de client protégé ou d'autres choses à partager. Sinon, comme... Ah oui, écoute. Moi, c'était une bête question, c'était juste savoir si on allait recevoir les slides de la formation en fait à la fin. Oui, oui. Merci. Alors, comme je le disais, simplement, c'est que le statut de client protégé, il n'existe pas tel quel en Wallonie. Je pense qu'il en existe un, mais je ne sais pas très bien comment il fonctionne, donc je ne vais pas me lancer dans des explications. Mais si vous avez des questions relatives et plus précises, on a mis les coordonnées d'Énergie Info Wallonie. C'est en gros le même service que nous, mais qui s'occupe principalement de la région wallonne. Et donc, eux seront sans doute plus à même de vous répondre à ces questions-là. Ah, voilà, je vois quelqu'un dans le chat qui dit que ça existe aussi en Wallonie. Voilà, ben merci. Voilà. Alors. Et du coup, je te repasse la parole, Juan Carlos. Oui, merci. Donc, s'il n'y a pas de questions, on avance. Ici, on va parler des mesures fédérales ici, donc tant pour notre 80% de Bruxellois comme pour les 20% de Wallons. On a eu plusieurs mesures sociales qui ont été annoncées, voire adoptées depuis un peu la crise des prix de l'énergie. La plupart ont été annoncées en octobre par le gouvernement. Et comme je le disais, certaines ont déjà été adoptées et d'autres sont encore un peu en cours de discussion. Et je vais vous présenter un peu les deux catégories. Donc d'abord, celles qui sont déjà adoptées et en vigueur. Il y a déjà la prolongation de cet élargissement du tarif social au BIM jusqu'en mars 2022. Donc, d'abord, c'était jusqu'à décembre, maintenant, c'est jusqu'au 31 mars. Mais comme je le dirai après, on lutte pour que ça soit prolongé et notamment pérennisé. Mais en tout cas, c'est déjà acquis qu'au moins jusqu'à mars, on l'aura. Deuxièmement, il y a l'octroi d'un chèque énergie. C'est pas vraiment un chèque énergie, mais bon, c'est une contribution forfaitaire unique de 80 € pour toute personne qui bénéficie du tarif social en date du 30 septembre 2021. Et là, donc, toutes les infos sur ces mesures, vous les trouverez aussi sur notre site, socialenergie.be. Et on a des petites actualités comme ça où on explique tout. Mais juste ici, dans les chèques énergie ou cette contribution forfaitaire, en fait, c'est automatique. Donc, normalement, tout le monde va la recevoir. Donc, tout le monde qui avait le tarif social en date du 30 septembre 2021 va automatiquement recevoir ces montants sous forme d'une note de crédit. Normalement, ça sera fait fin janvier, début février. Donc, on vous dirait d'attendre un peu. Si à partir de la mi-février, vous savez quelqu'un qui n'a pas reçu ces remboursements et qui avait bien droit au tarif social en septembre, on peut toujours contacter les fournisseurs d'abord. Et si les fournisseurs ont un problème, vous pouvez toujours aussi revenir vers nous. Ici, c'est important de dire que c'est les fournisseurs qui fournissaient les ménages en date du 30 septembre 2021 qui fera le remboursement. Donc, si la personne a changé de fournisseur entre-temps, ce sera bien l'ancien fournisseur qui devra faire ça et vers qui on devra se tourner si ça n'arrive pas. Mais en tout cas, oui, on vous recommanderait d'attendre encore un mois, plus ou moins. Mais normalement, c'est automatique. Donc, note de crédit, et la personne va le recevoir automatiquement. Juste une précision ici, si le tarif social a été octroyé après septembre avec un effet rétroactif,
la personne n'aura pas malheureusement droit au chèque énergie. Donc, c'est juste si en septembre, la personne avait déjà droit au tarif social et ça n'a pas été fait par la suite. Juste une précision. Oui. Donc, au fait, s'il vous plaît. le chèque unique de 80 euros, imaginons que quelqu'un a déjà une ardoise auprès de son fournisseur. Est-ce qu'ils ne vont pas dire que les 80 euros vont servir à éponger la dette? Dans quel sens? Pardon, je n'ai pas trop compris. Voilà. Donc, il est prévu que les ménages qui ouvrent droit au tarif social un an plus tôt peuvent bénéficier de 80 euros de chèque énergie. Oui. OK. Imaginons que dans ce ménage, ils ont déjà une dette énergie. Oui. Il y a une ardoise, une dette énergie. Est-ce que les fournisseurs ne vont pas prendre ces 80 euros pour éponger la dette énergie et finalement, le ménage n'aura plus rien? C'est une bonne question, en fait. Oui. Non, oui. Je ne sais pas, hein, mais je pose la question. Normalement, donc j'ai lu l'arrêté royal qui a été publié il y a quelques jours. Normalement, il est dit que le fournisseur rembourse via une note de crédit. Donc, c'est vrai que peut-être s'il a une dette, ça sera juste imputé à la dette. Je ne sais pas si quelqu'un a d'autres précisions. Je vois Aurélie qui ouvre son micro dans le chat aussi. Nous, on a eu confirmation de Engie, Luminus, plusieurs fournisseurs que s'il y avait une dette, les 80 euros étaient complètement à part. C'est une note de crédit qui sera versée à part. Donc, même s'il y a une dette, la dette restera. Mais les 80 euros, ben, c'est vrai que du coup, ils pourraient servir à autre chose qu'à payer une facture pour le fournisseur en question, effectivement. Oui, parfait. Merci beaucoup. Je vois que Jérémy dans le chat dit la même chose. Ouais. Donc, merci beaucoup en fait de l'éclaircissement. Comme ça, on apprend tous aussi. C'est une bonne nouvelle en tout cas. OK. S'il y avait des questions, je continue. Donc, depuis le 1er janvier 2022, il y a aussi une facture simplifiée. Ce n'est pas forcément une mesure sociale, mais au moins, ça va aider tout le monde à comprendre ces factures. Donc, à partir du 1er janvier, les factures, en gros, doivent être sur 2 pages, donc recto verso, donc une feuille de papier avec ces deux faces. Il y a quelques catégories qui doivent être dans 2 catégories au recto et 3 au verso, avec une structure plus ou moins claire. S'il y a une réduction, une promotion, ça doit être indiqué. Si le fournisseur veut rehausser les prix, ça doit être indiqué aussi. Le fournisseur devra aussi clarifier s'il y a des acomptes qui ont été déjà payés ou non, etc., etc. Donc, il y a toute une liste de normes qui sont déjà en vigueur et donc les factures que vous verrez cette année vont être normalement plus claires. Il y a eu un processus derrière, dont la plateforme de lutte contre la précarité énergétique de la Fondation Roi Baudouin a travaillé là-dessus, a produit des recommandations et normalement, ça devrait donc aider au moins à comprendre qu'est-ce que chaque élément, etc. Donc, aussi les infos sur notre site et aussi sûrement sur les sites de la CREC, etc. Et finalement, il y a une interdiction de contrats dits dormants à partir du 1er janvier. Et ces contrats donc, sont des contrats qui sont anciens, qui sont plus à jour avec les prix actuels de l'électricité, mais qui sont reconduits ou étaient reconduits tacitement et vraiment qui prévoyaient des conditions qui n'étaient pas bonnes pour le consommateur, qui parfois ne savait même pas qu'il avait un contrat très ancien qui était plus favorable et qu'en fait, les nouveaux contrats étaient beaucoup plus adaptés. Donc ici, à partir du 1er janvier 2022, il est interdit pour les fournisseurs de reconduire tacitement, donc sans l'accord du consommateur, ces contrats. Et en fait, les fournisseurs devront, dans ces cas, adresser une nouvelle proposition de contrat au consommateur qui devra l'accepter expressément et si le consommateur ne l'accepte pas ou ne répond pas, le fournisseur devra normalement attribuer son tarif équivalent le moins cher. Donc, il y a des nouvelles règles là-dessus. On veut aussi mettre ici un point d'attention, un peu similaire à ce qu'on a dit avant par rapport au tarif social. Parfois, ces contrats sont bien intéressants. Il ne s'agira pas des contrats conclus il y a très peu, mais parfois, on a vu dans les news
dans les médias qu'il y a des cas comme ça, où la personne avait un contrat qui, en fait, était favorable et où le fournisseur, maintenant, a dit, oh, en fait, c'est un contrat dormant, on va plus continuer avec ce contrat, on vous offre un nouveau contrat, mais qu'en fait est moins favorable. Et dans ces cas aussi, donc on vous recommande de bien vérifier si le fournisseur respecte la loi ici, et s'il y a un doute aussi, vous pouvez nous contacter. Donc juste un point d'attention, même si c'est plutôt positif, et c'est pensé pour les gens qui avaient des contrats vraiment très anciens et très chers. Parfois, ils peuvent avoir un contrat bon marché que, suite à ces règles, tombe. Et c'est toujours aussi bon de le savoir pour être vigilant. Je ne sais pas si elle a des questions jusqu'ici. Et sinon, on peut passer au slide suivant. Voilà. Et maintenant, dans 3 mesures qui ont été annoncées en octobre, mais qui n'ont pas encore été adoptées, qui sont toujours en cours de discussion. Et on mène aussi ici un travail de plaidoyer pour être sûr que ces mesures vont bien lutter contre la précarité énergétique et qui vont être vraiment sociales. Déjà, on a l'interdiction de l'augmentation unilatérale des acomptes par les fournisseurs sans l'accord du consommateur. Ça va être adopté sans problème, mais c'est le cas dont on parlait avant, où certains fournisseurs ont juste augmenté les acomptes, même parfois sans l'accord du consommateur. Et si c'est juste clarifié qu'en fait, le fournisseur ne peut pas faire ça et que le consommateur a droit à déterminer l'acompte en tout moment, donc le fournisseur peut bien suggérer une augmentation, mais le consommateur devra accepter et pourra toujours décider d'augmenter ou diminuer l'acompte. C'est un choix du consommateur. La deuxième mesure, encore en train d'être discutée, c'est l'interdiction de facturer la redevance fixe sur base annuelle, donc par année entamée, pour les contrats à prix variable au-delà des 6 mois de fourniture. C'est un peu complexe, mais en gros, ce qu'on voit, c'est que dans tous les contrats d'énergie, il y a une redevance fixe, donc qui comprend un peu l'allocation des compteurs, d'autres services des fournisseurs, etc., et qui normalement devrait être payé au prorata, donc en proportion des jours de fourniture, des mois de fourniture. Mais en fait, on voit que plusieurs fournisseurs facturent cette redevance par année entamée. Donc, même si on a bénéficié un jour de la fourniture de ces fournisseurs, on doit payer cette redevance fixe annuelle pour toute l'année, au lieu de la payer en proportion de ce qu'on a, ou du temps qu'on a resté approvisionné par eux. Et ici, donc, en fait, la loi veut interdire ça, mais juste pour les contrats variables, pas pour le fixe, et juste après 6 mois de fourniture. Donc, ici aussi, on est vigilant parce qu'on dit, en fait, cette redevance fixe ne devrait jamais être facturée sur base forfaitaire, donc dans une fois juste pour un jour de fourniture, mais devrait toujours être facturée en proportion au nombre de jours, de mois du contrat. Et donc, pas que pour les contrats variables et pas que au-delà des 6 mois, mais pour tout le monde, à tout moment. On le disait, normalement, le consommateur a le droit de changer de contrat à tout moment avec un mois de préavis sans indemnité de rupture. Et c'est là, en fait, est un peu une indemnité de rupture déguisée. Parce que, bien sûr, si je prends un contrat hier et que je vais devoir payer 60 € de toute façon pour l'année, soit si je reste ou si je change, je ne vais pas changer parce que j'ai déjà payé, je ne veux pas payer ça 2 fois. Donc, finalement, c'est une chose vraiment à interdire. Ce n'est pas tous les fournisseurs qui le font, donc il y a des pratiques un peu différentes. Et si vous cherchez sur Internet, vous trouverez aussi quels fournisseurs font quoi. Mais bon, juste pour que vous sachiez aussi qu'il y a des différentes pratiques et que normalement, ça va être interdit. Et ici, on lutte pour que ça soit interdit dans tous les contrats pour toujours. Mais bon, pour l'instant, la proposition du gouvernement, donc sur la table, c'est juste pour le variable et juste au-delà de 6 mois. Et finalement, il y a, ça c'est le point qu'on a discuté avant, il y a une obligation, l'idée d'obliger les fournisseurs à proposer les contrats les moins chers ou les contrats équivalents les moins chers quand les clients sortent du tarif social. Et ici, il y a
ces pièges un peu de qu'est-ce qui se passe avec les contrats qui étaient déjà en cours, qui prévoyaient de prix plus avantageux pour les consommateurs et que suite à ça vont peut-être terminer et les fournisseurs vont proposer c'est qui maintenant c'est les contrats le moins cher mais qui est très cher, équivalent. Et on se bat toujours aussi pour que ces contrats qui étaient déjà en cours et qui prévoyaient des prix plus favorables soient maintenus. Mais bon, sur la table maintenant, on a pour l'instant ça. Et dire aussi ici, un autre piège, c'est qu'on parle toujours du contrat équivalent le moins cher. Et c'est aussi le cas pour les contrats dormants que je mentionnais avant. C'est aussi un peu un piège parce qu'on voit que les contrats que les fournisseurs estiment être les contrats équivalents les moins chers, en pratique, rarement les contrats qui pour les ménages concrets est les moins chers. Donc, normalement, même si c'est censé être un peu adapté aux ménages, on voit que les fournisseurs choisissent les contrats qui, pour eux, c'est le mieux, mais pas forcément pour les ménages. Donc, aussi, si vous voyez ça, n'hésitez pas à contester un peu la proposition et à dire aux fournisseurs, non, en fait, ces contrats que vous proposez, ce n'est pas les contrats les moins chers pour ces ménages. Donc aussi, oui, faire attention et ne pas toujours croire directement les fournisseurs parce qu'on voit aussi que ce n'est pas toujours très, très adapté, je dirais. Le slide final, à mon avis. Oui. Donc, ici, juste pour parler du plaidoyer, je vais prendre un peu d'eau. Donc, quelques points, on les a déjà évoqués. Mais bon, juste pour vous dire, on mène une lutte au niveau de plaidoyer sur plusieurs chantiers. D'abord, et le plus important, c'est vraiment cette pérennisation de l'élargissement du tarif social au BIM. Donc, que ça soit plus une mesure temporaire, mais que ça soit pour toujours. Donc, toute personne qui aurait le statut BIM, automatiquement, devrait avoir droit au tarif social, et ça au-delà de mars, et à vie, on dirait. Ça, c'est déjà très clair. On voit qu'à différence d'un chèque énergie, comme ces chèques fameux de 80 €, qu'on les reçoit une fois, et que finalement, en fait, si on a un contrat très cher, on va un peu perdre les chèques via les contrats chers. Ici, le tarif social est vraiment intéressant parce que le tarif social couvre toute la consommation. Donc, même si on a un contrat cher ou commercial, comme on a le tarif social, on a un tarif vraiment préférentiel, protégé. Si on consomme beaucoup ou parce qu'on a des besoins élevés de chauffage, d'électricité, on est un peu protégé pour toute la consommation, vu que les tarifs s'appliquent à toute la consommation et pas que dans une fois comme le chèque, etc. Donc, il y a plusieurs raisons pour lesquelles on croit que le tarif social est vraiment un outil clé pour lutter contre la précarité énergétique. On veut le maintenir et en fait, non, pas seulement le pérenniser, mais on pense qu'il doit aussi être octroyé sur base de revenus directement et sans devoir faire la demande BIM. Donc, en fait, comme ça se fait dans d'autres pays, juste sur base de l'avertissement très drôle, si on a un revenu inférieur au plafond pour le BIM, qui est maintenant, je pense, 22 000 € brut par ménage, plus une partie pour personne à charge, je pense. Donc, automatiquement, si on a un revenu inférieur, on reçoit les tarifs sociaux sans devoir faire la demande de statut BIM. Et comme ça aussi, on élargit et on évite aussi les cas où deux ménages à revenu égal, mais que l'un est BIM et l'autre pas. Donc l'un reçoit le tarif social, mais l'autre pas. Et ici, bon, ça c'est une manière un peu d'élargir et aussi d'avoir une certaine égalité entre des situations pareilles. Deuxièmement, ça c'est un peu plus compliqué à expliquer, mais en tout cas, on prend l'introduction des prix réglementés. On voit ça dans d'autres pays aussi. C'est un cas de figure où le régulateur, en fait, fixe un prix. Donc, c'est un peu comme les tarifs sociaux, mais ici, ce serait un prix plus élevé, mais quand même déterminé par un régulateur sur base de prix de marché.
et que en fait, les ménages qui ne veulent pas jouer les jeux un peu de la concurrence puissent choisir ces tarifs, un tarif public transparent fixé par le régulateur, et qu'ils puissent y accéder et rester sur ce tarif qui est indexé périodiquement, mais qui est censé être un tarif plus ou moins qui suit le marché, sans, comme je le dis, devoir comparer, changer à chaque fois prix variable, etc., fixe variable. Ça se fait dans d'autres pays, par exemple en Espagne, c'est les tarifs les plus avantageux, vraiment, les tarifs réglementés. Donc, en France, ça existe aussi, on a des exemples. C'est un truc, c'est une question à laquelle on réfléchit un peu au niveau plaidoyer. Et finalement aussi, on prend une mise à contribution du secteur, en fait, surtout ici des producteurs, et des changements un peu dans le design du marché, dans la façon de fixer le prix que Marie a expliqué, etc., etc. Mais bon, l'idée ici, c'est vraiment que les producteurs contribuent aussi à ces mesures sociales, et les fournisseurs aussi, et pas seulement les contribuables, donc pas seulement qu'on donne de l'argent public pour faire face à ces crises, mais en fait que tous les secteurs, y compris producteurs, fournisseurs, fassent leur effort aussi pour résoudre cette crise. Et bon, il y a des différents outils, mais c'est un peu l'idée. Et finalement, quatrième point, c'est, on le sait, il faut isoler. Donc, une politique, on dit ici ambitieuse d'isolation du bâti, qui est en cours, déjà au niveau européen. On a des directives qui vont être adoptées là-dessus. On l'a vu à Bruxelles, ça s'appelle la Rénolution. En Wallonie, il y a aussi stratégie Réno, je ne sais pas comment ça s'appelle. Mais bon, chaque région et au niveau européen ont des politiques pour isoler, c'est vraiment clé. Parce que là, c'est vraiment s'attaquer aux racines du problème. Et il faut surtout que ces politiques soient vraiment ciblées pour les personnes en précarité énergétique ou en risque de précarité énergétique, et que tout le monde puisse vraiment y accéder, et tout le monde puisse vraiment isoler leur logement, et pas seulement ceux qui ont l'argent, mais vraiment tout le monde. Donc, qu'il y ait des politiques vraiment transversales, ciblées, et de l'argent prévu pour ces groupes cibles. Ça, c'est un peu nos 4 piliers quant au plaidoyer. Mais bon, je vois qu'on est presque là, donc je laisse. Oui, juste une contribution dans le plaidoyer. Ce serait quand même un peu, bon, je ne dirais pas, parce qu'il ne faut pas oublier la part importante de la TVA donc, dans la facture. Donc, ça, c'est un élément très important. Donc, l'électricité, le gaz, ça représente vraiment des biens de première nécessité, et on doit payer une TVA à 21%. Ça, c'est problématique. Je pense aussi qu'il faut essayer de faire comprendre à nos politiques que vraiment, c'est vraiment un bien de première nécessité, et tout le monde fait l'hypocrisie qu'on veut donner 80 € aux gens. Non, il faut diminuer la TVA. Parce que quand on compare la facture que nous payons en Belgique par rapport à la France, en Allemagne, la Belgique, les factures d'électricité sont extrêmement chères. Voilà, donc il faut que les politiques aussi assument leur part. Il faut diminuer la TVA sur l'électricité, sur le gaz, parce que c'est des produits de première nécessité. Voilà. Donc, par rapport aussi à la politique d'isolation du bâti, la question qui se pose là, étant donné que généralement, nous travaillons avec un public précarisé, ces gens n'ont aucun pouvoir de contraindre un propriétaire à isoler son bâtiment. Voilà, si tu demandes à un propriétaire d'isoler, quel est comment dirais-je, le pouvoir ou l'influence que tu as pour contraindre réellement ce propriétaire à isoler son bâtiment? Voilà, si tu ne veux pas rester dans ces conditions, tu peux aller chercher ailleurs, parce que tout le monde comprend la problématique du logement à Bruxelles. Voilà, c'est très difficile de se loger à Bruxelles. Donc, ces publics subissent la précarité énergétique de plein fouet. Donc, voilà. Donc, ce sont des pistes. Donc, voilà. Mais pour la TVA, c'est vraiment très important. Et arrêtons, il faut que les politiques arrêtent de faire de l'hypocrisie, qu'ils diminuent vraiment la TVA sur l'électricité et le gaz. Par ces temps de crise aussi, c'est vraiment très important, parce que les classes précarisées en souffrent vraiment énormément. Voilà en guise de contribution, et ce que je peux apporter également. Oui, merci beaucoup pour ces 2 points. Je vois aussi Sylvain dans le chat qui mentionne aussi la TVA à 6%.
et qui évoque que le gouvernement réfléchit. Il me semble aussi que c'est le cas. Nous, on est un peu encore mitigé là-dessus, surtout par rapport à l'indexation des salaires et l'impact que ça aurait sur un éventuel retard de cette indexation des salaires. Mais on est toujours en train de l'étudier. On est aussi en contact avec des économistes pour voir un peu les effets. Donc, c'est une piste sur la table. On ne l'a pas incorporé ici parce qu'on ne l'a pas encore adopté à l'attente de bien mesurer les effets. Mais bon, c'est bien sûr une piste et on voit que dans d'autres pays européens, ils l'ont fait déjà. Au moins une diminution temporaire pendant la crise et parfois même une diminution de la TVA plus structurelle. Mais bon, oui, c'est des pistes qui sont aussi connues et explorées. Et aussi bien sûr, pour l'isolation, ici, il s'agirait aussi des obligations vraiment publiques, donc que les gouvernements obligent aux propriétaires à rénover et pas que les locataires doivent faire ça, et surtout que ça soit aussi accompagné des mesures sociales, par exemple pour limiter les augmentations des loyers suite à une rénovation. Donc, on veut éviter aussi que en fait, le propriétaire rénove ou fasse une rénovation juste pour augmenter les loyers de 50%, expulser les locataires, etc. Donc, bien sûr, tout ça doit être réfléchi dans une optique un peu des deux côtés, donc avec des obligations de pouvoir public, obliger les propriétaires à rénover, mais aussi avec un peu mesures pour mitiger l'impact sur les locataires. Et bien sûr, pas que ce ne soit pas les locataires qui doivent vraiment obliger au respect de ces obligations, mais que ça soit évalué et suivi par les pouvoirs publics. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions. On est un peu au-delà du temps initialement prévu, mais je pense qu'on peut rester quelques minutes encore pour répondre à des questions, tant pour ma partie comme pour la partie de Marie, en général sur la présentation. On vous écoute. Ou on vous lit, si c'est le chat. Est-ce qu'il y a encore des questions? Non, il n'y a plus de réactions. On va attendre que le PowerPoint nous soit envoyé par après. Oui, je vais vous envoyer aussi, oui, le PowerPoint, c'est cet après-midi ou demain. Je vous enverrai aussi une petite évaluation et on vous encourage vraiment à la remplir, très courte, mais c'est très utile pour nous pour voir qu'est-ce que vous avez pensé, si on devrait prévoir d'autres dates ou pas, etc. Mais bon, oui, je vous enverrai tout ça. Oui, je vois que dans le chat, il y a de remerciements, mais pas de questions, donc je pense que Marie, on peut clôturer ici. Ah, je vois que Oui. quelqu'un dit que sa collègue n'a pas reçu le PowerPoint. Peut-être, oui, je l'enverrai aux 3 listes, si je peux, de 3 webinaires. Je ne sais pas si j'ai ça, mais en tout cas, on va vérifier ça. Okay, ah, et aussi, une dernière chose, juste dire, sur notre site, il y a aussi sur la campagne de prix, on a quelques fiches, outils, des éléments pour aller plus loin, etc. Donc, n'hésitez pas à regarder ça aussi. Ben, merci à tout le monde. Merci beaucoup. Merci. Merci. Au À la revoir. prochaine. Oui, au revoir. Bonne fin de journée. Merci, au revoir. Marie, pour enregistrer, il faut arrêter. Je ne sais pas du tout. Je ne sais pas trop comment ça... Arrêter l'enregistrement.